Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. J'ai jamais fait ce genre de vidéo encore sur la chaîne et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Vous présenter en gros des objets, des inspirations, des petites choses que j'ai beaucoup aimées ces derniers temps et qui je pense pourraient être intéressantes de faire découvrir à d'autres personnes, donc à vous en l'occurrence. Évidemment, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui est en lien avec l'art, la création, la créativité, puisque c'est ce dont on parle sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous arrivez tout juste sur cette chaîne avec cette vidéo, tout d'abord, bienvenue. Je suis contente de vous accueillir par ici. Écoutez, je suis Mélancolia, je suis artiste multipassionnée. Je fais plein de choses. Je suis avant tout photographe, en tout cas le plus gros de mon travail c'est axé sur la photographie ces dernières années, mais j'évolue beaucoup et je me développe beaucoup autour d'autres pratiques comme l'illustration, la peinture, la création de décors pour mes photos en l'occurrence. J'ai eu tout un projet autour de la cuisine. Enfin bon, je vous invite à aller voir tout ça plus en détail si ça vous intéresse. Dans toutes les infos que vous trouverez dans la description, il y a tout là-dedans. Et je ne vais pas m'épancher sur tout ça parce que j'en ai déjà parlé mille et une fois dans les vidéos précédentes, donc je vous invite à parcourir la chaîne tout simplement. Alors, on va voir ensemble plein de petites choses. On va s'axer évidemment donc sur l'art et la création. Il va y avoir différentes catégories. La première catégorie dont je vais vous parler, ce sont des petites choses autour de la création vraiment pure et dure, c'est-à-dire des outils, on va dire. La deuxième, ce seront principalement des livres, beaucoup de livres, évidemment. J'adore les livres. Qui n'aime pas les livres, franchement. Des livres parce que grosse source d'inspiration quand même, et de création. Et enfin, il y aura deux autres choses que je vous présenterai en fin de vidéo qui sont pas dans ces deux premières catégories, mais voilà, qui sont tout aussi intéressantes et que je ne vous révèle pas tout de suite parce qu'il faut que je vous laisse un petit peu de suspense pour que vous puissiez aller voir le reste de la vidéo, évidemment. Du coup, je vous invite à vous servir une petite boisson, chaude ou froide, comme vous voulez, mais voilà. Prenez-vous quelque chose parce que la vidéo risque d'être assez longue parce qu'on aime bien le format long ici. Je vous invite aussi, si vous en avez envie, à prendre quelque chose, des crayons, j'en sais rien, des photos à retoucher, peu importe, de la broderie, du crochet, ce que vous voulez, créer quelque chose en même temps. Personnellement, moi j'aime beaucoup regarder des vidéos longues sur YouTube et faire quelque chose d'autre en même temps. Et donc là, c'est tout à fait indiqué, je vous encourage à le faire. Voilà, donc écoutez, on va commencer. La toute première chose dont je voulais vous parler n'est pas un outil de création à proprement parler. Soit dit en passant, c'est ce qui englobe tous les outils de la création en même temps, on va dire. C'est tout simplement cet atelier dans lequel je vous parle, le lieu que j'essaie de créer au quotidien pour me sentir bien, pour créer. Il faut savoir que quand on est arrivé dans cette maison, c'est la première fois que je me suis retrouvée avec un atelier aussi grand. D'ordinaire, j'avais juste une pièce qui me servait de studio et c'est déjà énorme, soyons clairs. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là. Mais assez rapidement, en fait, quand je me suis sérieusement mise à la photo, j'ai pu disposer d'une pièce, rien qu'à moi, que j'ai transformée en studio photo. Avec le temps, ma pratique a évolué et quand on est arrivé dans cette maison il y a 3 ans, j'ai pu avoir un espace plus grand et du coup mon atelier aujourd'hui scindé en 2 espaces. J'ai un espace donc studio photo dans une pièce et j'ai une autre pièce avec un atelier, ce que j'appelle vraiment un atelier, c'est-à-dire là où j'ai tout mon matériel pour créer à la fois mes décors, où j'ai mon bureau de post-traitement, où j'ai ma bibliothèque avec des sources d'inspiration, où j'ai toutes mes machines pour pouvoir faire mes impressions, créer mes carnets reliés, enfin voilà, tout le matériel dont j'ai besoin pour dessiner, peindre, créer de manière générale. Et cet espace, j'avais du mal à le créer vraiment bien. Et petit à petit, ça prend forme. Et là, j'ai enfin réussi, je trouve, à créer un espace qui me correspond vraiment, qui est tout à fait en phase avec mon style de création. Si vous connaissez un peu mes photos, vous savez que j'aime beaucoup le style ancien. Tout ce qui relève de l'ambiance ancienne, les objets anciens, les savoir-faire anciens, ça me touche énormément.
Et j'adore ça depuis toujours. Franchement, j'ai grandi avec cette appétence pour l'ancien, cette nostalgie pour l'ancien et d'époques que je n'ai pas connues. Et pour moi, c'est hyper important que mon atelier reflète ça aussi, que ça se reflète à la fois dans mon art, mais que ça se reflète aussi dans l'espace où je crée mon art. Et donc, voilà, je suis contente aujourd'hui de vous présenter un petit peu ce type d'ambiance dans l'atelier où je peux du coup filmer et vous faire cette vidéo. Et pour moi, c'était important de vous en parler en premier lieu parce que pour créer, il faut avoir un espace où on se sente bien, même si c'est un tout petit espace, voilà, même si c'est dans son salon ou quoi, il faut que on s'y sente bien pour créer. Il faut savoir que moi, l'atelier, j'y passe 5 à 6 jours par semaine, donc il vaut mieux avoir un endroit qui soit agréable, où on aime travailler, où on aime venir créer. Il faut que ce soit quand même quelque chose d'inspirant. Je sais qu'en l'état, il n'est pas terminé. D'ailleurs, je pense qu'un atelier, c'est mouvant, ça bouge au fur et à mesure que notre pratique bouge, qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on mûrit notre créativité aussi. Et donc voilà, je sais qu'il ne va pas rester en l'état parce qu'en plus j'aime beaucoup le mouvement, j'aime que ça bouge, j'aime que les choses changent, je me lasse très vite. Donc c'est vraiment au gré du temps. Et là, je trouve que enfin mon atelier commence à ressembler un peu plus à quelque chose qui me plaît, qui commence vraiment à me donner pleinement l'envie d'y rester pour créer. Et ça, c'est important. Voilà, donc du coup, il regroupe certaines créations que vous avez déjà vues sur cette chaîne dans des vidéos précédentes, comme à l'arrière, j'ai mon cabinet de curiosité que j'avais créé. Il y a également le masque vénitien juste ici, qu'on avait créé ensemble également pour un shooting photo avec mon stagiaire Lucas. Atelier propice à la création, important, favori numéro 1. On n'est pas encore terminé, mais ça avance. Et voilà, je voulais vous le mentionner. On passe à la première catégorie dont je voulais vous parler. La première chose, c'est... Touc, touc, touc. Aïe. Donc, on est sur la partie création, outils propices à la création, etc. à créer. La première chose, c'est cette trousse. Il faut savoir que entre novembre et décembre, il y a à la fois mon anniversaire et Noël, et que du coup, je reçois beaucoup de cadeaux sur cette... Enfin, beaucoup de cadeaux. Je reçois des cadeaux, quoi, sur cette période de l'année. Et donc, un membre de ma famille m'a offert cette trousse qui est assez grande, qui est artisanale, elle est faite main. Et franchement, j'aime beaucoup. Elle est très costaud, très rigide, et j'aime beaucoup son design. Et je trouve qu'elle a un petit côté champêtre que j'aime beaucoup. Et surtout, elle est grande. Et du coup, directement, quand je l'ai eue, j'ai su ce que j'allais en faire. Il se trouve que j'ai besoin d'avoir... En fait, j'ai un petit kit de dessin que j'aime faire suivant où je vais créer. Par exemple, j'aime dessiner le soir dans mon canapé, sauf que souvent, mon matériel est dans mon atelier. Et du coup, il faut que je puisse avoir ce matériel qui soit assez mobile, quoi. Vous voyez, que je puisse transporter facilement. Et donc, j'ai eu l'idée, il y a quelques temps, de me créer un petit kit de création, dessin, peinture. Et j'avais une trousse, mais qui était franchement pas optimale parce qu'elle était très vieille, elle tombait un peu en lambeaux, elle n'était pas assez grande. Donc c'était un peu galère. Et en fait, quand j'ai reçu cette trousse, c'est franchement parfait parce que absolument tout ce dont j'ai besoin rentre dedans. C'est-à-dire que j'ai tous mes crayons graphite, parce que j'adore faire du dessin au graphite, c'est-à-dire crayon de papier, on peut dire, fusain, tout ça. J'ai évidemment gomme, mie de pain, taille crayon, j'ai un petit kit de crayons de couleur dedans, j'ai ma petite boîte d'aquarelle avec un pinceau d'aquarelle, j'ai des chiffons, enfin voilà, tout ce dont on a besoin pour vraiment créer. Et du coup, ça fait que je peux emmener ça, par exemple, le soir quand je suis dans mon canapé. Quand je reviens à l'atelier, hop, je me l'embarque. Quand je veux aller dessiner dehors, je me l'embarque. Enfin voilà, franchement, trop bien. Moi, j'ai besoin de choses que je puisse trimballer parce que je suis tout le temps en train de me trimballer mes affaires partout. Et voilà, donc franchement, cette petite trousse, trop bien. Deuxième chose dont je voulais vous parler, qui est en lien direct avec le contenu de cette trousse. D'ailleurs, j'y pense, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dédiée au contenu de cette trousse. Parce que franchement, je
pense qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Donc, la deuxième chose que je voulais vous présenter, qui est directement extrait de ma trousse, c'est ce crayon graphite que j'ai acheté il y a peu de temps, mais que j'avais découvert il y a déjà un petit moment. Et en fait, il y en avait dans le magasin où j'achète mes fournitures d'art près de chez moi. Et donc j'ai un peu sauté sur l'occasion, je me suis dit ok, il faut que j'en ai un. En fait, c'est un crayon graphite, c'est-à-dire un crayon à papier, alors de qualité évidemment quand on dessine. Et en fait, celui-ci, il est mat, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste gris, en fait, il est plus noir. C'est pas du fusain, c'est pas du graphite gris, c'est un truc entre les deux. Et ça permet que quand on prend en photo ces dessins, ce que je suis susceptible de faire, n'est-ce pas, il n'y a pas de reflet avec ce crayon. C'est vraiment mat. Je vais vous montrer des petits exemples. Mais voilà, franchement, trop bien. Vous savez, les mines, elles sont plus ou moins tendres ou sèches, grasses ou sèches. Et donc voilà, il y a plusieurs types. Donc vous savez, c'est tout ce qui est HB, B, 2B, 4B, 6B, etc. Et donc franchement, celui que je vous reconseille, franchement, si vous deviez n'en avoir qu'un seul, le 14B. C'est le plus tendre qui soit. Et je trouve que c'est celui qu'il faut absolument avoir si vous faites du graphite et que vous ne voulez plus avoir de reflet avec votre crayon. Le 14B, il est trop bien parce que suivant comment on va appuyer, on peut faire des choses très légères et en appuyant plus, il devient vraiment intense. Je trouve qu'il est facile à gérer et c'est un peu un tout en un. J'en ai acheté plusieurs, j'en ai un aussi en HB parce que la plupart du temps, je commence mes croquis au HB. Et le HB, je le trouve vraiment trop sec, un peu trop, pour le coup, un peu trop clair, vous voyez, un peu trop léger. Et moi, j'aime quand même que ça se voit un peu, puisque de toute façon, au fur et à mesure, je monte mon dessin de plus en plus en contraste. Et du coup, le 14B, quoi. Le 14B. Voilà, donc ça, game changer. Quatrième chose dont je voulais vous parler, c'est un cadeau. En fait, c'est un truc que je veux depuis 2 ans et que je ne m'achetais pas parce que c'était pas non plus de première nécessité pour moi et que ça avait quand même un certain coût. C'est un chevalet portable avec des rangements pour pouvoir y mettre du matériel à l'intérieur. Et vraiment, il est trop beau. Franchement, j'adore. Il est pliable, on peut le ranger facilement, on peut le trimballer. En fait, je voulais avoir un chevalet que je puisse, comme pour ma trousse en fait, que je puisse trimballer n'importe où dans la maison, en extérieur, si je vais chez quelqu'un, enfin voilà. Et en fait, à la base, c'est quand je prenais des cours de dessin, peinture près de chez moi avec un ami artiste peintre. Et que moi j'avais pas de chevalet attitré, mais il y avait des chevalets dans le local où on était. Mais voilà, et du coup je voyais les autres personnes qui faisaient du dessin et de la peinture avec moi qui avaient des. Vraiment qui étaient équipés quoi. Et qui pouvaient trimballer tout leur matériel avec leur chevalet et tout. Et je trouvais ça trop bien. Alors sur le moment j'en avais pas encore l'utilité parce que j'étais pas assez avancée en vrai dans ma pratique. Aujourd'hui ça change. J'ai quand même un peu évolué et là c'est redevenu un peu sur le devant de la scène dans ma tête et donc voilà, et je suis passée à l'action, à l'achat de cet outil et franchement trop bien. Il est super parce qu'on peut le poser n'importe où. Il y a quand même suffisamment d'espace pour ranger le matériel à l'intérieur et je vais vous parler du matériel en question que j'ai mis dedans juste après. Il peut contenir une toile de 86 cm de hauteur, ce qui est déjà énorme. Franchement, moi, j'ai jamais peint sur ce type de format-là. C'est beaucoup, enfin, c'est grand, quoi. Et non, franchement, trop bien. Alors, c'est de la marque Midden. C'est une marque qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux ces derniers temps. Et il se trouve qu'au moment où j'ai eu cette cagnotte pour mon anniversaire Noël, il y avait des promos sur le site et du coup le chevalet était à pas si cher que ça. Donc trop bien, j'ai sauté le pas et je ne regrette absolument pas. Franchement, trop
trop contente et vous verrez probablement des vidéos suivantes où je vais l'utiliser parce que j'ai commencé à filmer des trucs. Donc voilà, écoutez, ça viendra. La cinquième chose dont il faut que je vous parle, c'est le contenu que j'ai mis dans l'espace rangement de ce chevalet. En fait, je voulais pouvoir commencer la peinture à l'huile. Il faut savoir que j'ai déjà fait de la peinture acrylique en fait. Je fais un peu de peinture acrylique. Mais je trouve que ça sèche beaucoup trop vite, en vrai, j'aime bien, hein, mais ça sèche beaucoup trop vite et je voulais pouvoir explorer la peinture à l'huile parce que je sais que la peinture à l'huile, on peut beaucoup plus prendre son temps, que c'est un médium qui sèche vraiment, pour le coup, pas rapidement du tout. D'ailleurs, sachez que ça ne sèche pas, ça se solidifie en vrai. J'ai un petit peu commencé et franchement, j'adore. Le peu que j'ai fait pour l'instant, j'adore. On va voir comment ça dure, mais voilà, donc voilà un petit peu de matériel de peinture à l'huile. Je vous ferai probablement un petit update prochainement dans les mois qui viennent pour vous parler un peu plus de cette pratique parce que j'ai bien l'intention de développer ça dans ma créativité et dans mon art. Donc affaire à suivre. On va passer maintenant à la sixième chose dont je voulais vous parler et on sort un peu de la catégorie création, enfin outils de création on va dire, et là je vais vous parler d'une formation que j'ai suivie il y a quelques temps. En fait je l'ai suivie 2 fois, je l'ai suivie une première fois l'année dernière et je l'ai resuivie là il y a quelques temps et c'est une formation que j'avais adorée. Il faut savoir que depuis l'année dernière je fais une fixette sur le dessin de portrait. Je veux absolument apprendre à bien dessiner et peindre des portraits. Allez savoir la logique, il se trouve qu'en photo, c'est quelque chose que je ne fais quasiment pas. Je pense que c'est le processus qui ne me plaît pas en photo. Alors qu'en dessin, je suis fixée portrait. Voilà, je ne peux pas l'expliquer. Mais du coup, je m'entraîne beaucoup là-dessus. C'est un des trucs que je dessine le plus en réalité depuis l'année dernière, c'est des portraits. Alors vraiment, au début, c'était compliqué. On va dire ça comme ça. C'était très compliqué et petit à petit, à force d'entraînement, eh bien, je commence vraiment à capter des choses et il se trouve que cette formation m'a quand même bien aidée sur certains points. Alors je l'ai pas suivi de suite après avoir commencé le portrait parce que je l'ai découvert plus tard, mais je l'ai suivi, je sais pas, franchement j'étais déjà un peu avancée dans ma pratique du portrait. Mais bon, je reste encore moyenne, hein, je veux dire, je suis pas encore ultra à l'aise et ultra forte, on va dire ça comme ça. Mais du coup, ça m'a permis d'apprendre plein de petites choses sur comment observer son portrait en amont pour pouvoir le décomposer en parties pour ensuite le reproduire. Vous voyez, des choses comme ça. Cette formation, elle est sur Skillshare. Je ne suis pas sponsorisée par Skillshare, je sais qu'ils font plein de sponsoring avec des créateurs de contenu sur YouTube. Je ne suis pas affiliée à Skillshare, tout simplement parce que ma chaîne est beaucoup trop petite pour l'instant. Enfin bon, voilà, je veux dire, ils ne me connaissent absolument pas. Pour autant, Skillshare, moi je l'utilise depuis très longtemps parce que c'est une source d'apprentissage de fou, tout comme Domestika en réalité. Et voilà, je suis très régulièrement des formations parce que j'aime apprendre et que pour moi c'est très stimulant. Donc voilà. Et donc cette formation-là, c'est une formation de Chris Hong, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une artiste qui a également une chaîne YouTube, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Sa formation est très bien faite, c'est très pédagogue, on y va vraiment pas à pas et elle n'est pas trop longue parce que ça peut vraiment décourager les grosses formations quand même. Et elle n'est pas trop longue donc voilà, franchement, trop bien cette formation, je recommande et je suis très contente de l'avoir suivie et je pense que je vais la resuivre plusieurs fois pour vraiment bien intégrer les choses qu'il me faut intégrer pour m'améliorer dans cette pratique du portrait en dessin et en peinture. Voilà. On passe maintenant à la catégorie, ça va être la plus grosse catégorie de la vidéo, c'est la catégorie sur les livres. Et là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le premier livre dont je souhaite vous parler, alors là, on est... D'ailleurs, non, attendez, je vais vous parler d'autre chose. Ça va faire
parfaitement le lien entre la partie outils pour créer et partie livre. C'est le livre Le Grand Cours de dessin. C'est un livre pratique sur la pratique du dessin avec des techniques plutôt sèches pour le coup. Alors, plutôt sèches, en fait plutôt crayon quoi. Voilà, plutôt crayon. C'est-à-dire que ce livre est destiné à l'apprentissage du dessin et plus particulièrement je pense à l'initiation de différentes pratiques autour du dessin. Mais vraiment du dessin pur et dur, pas de peinture, de dessin. Il est catégorisé en plusieurs parties et il y a d'abord le graphite, après le fusain, les feutres à encre, vous savez, comme de l'encre de Chine, quoi, genre la plume ou des trucs comme ça. Il y a les crayons de couleur, il y a le pastel sec, je crois. Enfin voilà, ça couvre beaucoup de techniques. Et pour moi qui aime explorer vraiment plein d'outils, plein de médiums différents, ce livre est trop bien. Franchement, je le recommande. J'ai déjà été y piocher plein de petites choses. Et vraiment, je pense que c'est un livre qui peut vraiment nous accompagner tout au long de notre pratique artistique, créative du dessin. Voilà. Il faut savoir qu'il y en a un autre dédié à la peinture et du coup qui couvre la peinture acrylique, aquarelle et l'huile, évidemment. Des guides dessin, il en existe énormément et je trouve que souvent, les guides de dessin qu'on propose pour les débutants, ils donnent pas envie de reproduire. Et là, c'est beau. Franchement, les tutoriels qui sont dedans, ils sont beaux. Enfin, franchement, trop bien. Ensuite, on va passer à des livres beaucoup plus d'inspiration. Et le premier dont je voulais vous parler, c'est mon copain qui me l'a offert pour mon anniversaire. Franchement, truc de ouf. Ce livre coûte très cher. Et je me le serais jamais acheté pour moi. C'est le livre qui regroupe l'art, c'est une monographie qui regroupe l'art de Philippe Molitz. Philippe Molitz, c'est un artiste que j'adore profondément et qu'on avait découvert avec mon copain en 2019 à Bordeaux, quand on habitait encore Bordeaux, parce que cet artiste, donc c'est un graveur qui a un style vraiment bien défini, qui est très détaillé. C'est incroyable le nombre de détails qu'il y a dans ses gravures. C'est très axé sur des thématiques écologiques. Il y a beaucoup de choses autour de la nature, de la dégradation, du passage du temps, enfin, voire de la mort. Vous voyez, c'est des choses assez sombres, mais qui, personnellement, moi, me parlent beaucoup. C'est très contrasté. Il y a un beau jeu de clair-obscur, d'ombre et de lumière. Donc vraiment c'est incroyable ce travail. Et cet artiste-là, donc c'était un artiste bordelais qui est décédé en 2019. Et à l'occasion du coup de son décès, il y a eu une rétrospective au musée des Beaux-Arts de Bordeaux qui a créé donc une grosse exposition qu'on était allé voir avec mon copain. Et il faut savoir qu'à l'époque je travaillais à la bibliothèque de Bordeaux et qu'on avait du coup, quand on a su qu'il est décédé et qu'il y avait cette exposition-là, on a été mis en commun, en relation pour pouvoir créer des tables thématiques dans la bibliothèque autour de Philippe Molitz, voilà, des petits éléments, des petits événements autour de Philippe Molitz. Donc c'est aussi comme ça qu'on avait découvert cet artiste-là. Franchement, on avait été incroyablement emballé par son art, c'était incroyable. Et donc on avait vu passer forcément cette monographie parce qu'à la bibliothèque on l'avait reçue. Et il y a quelques temps, je sais plus, on reparle avec mon copain de Philippe Molitz, machin. C'est vrai que le livre, il était incroyable, blablabla. Et il se trouve que du coup ça lui est resté en tête et il me l'a offert pour mon anniversaire. Et vraiment, je l'adore, il est incroyable, vraiment incroyable. C'est un artiste que je vous encourage à découvrir, vraiment. Les deux livres qui suivent sont des livres que j'ai empruntés récemment à la médiathèque près de chez moi. Il faut savoir que voilà, on adore aller flâner en médiathèque. Bon là ça fait longtemps que je suis pas allée flâner, mais c'est mon copain qui me les a pris parce que je les avais repérés. Et donc deux livres autour de deux artistes que j'aime beaucoup aussi. Là encore, ce sont des sources d'inspiration incroyables et j'aimerais beaucoup apprendre de ces artistes-là.
Le premier, c'est Waterhouse. C'est un peintre qu'on ne présente plus, qui est très reconnu dans le domaine du pré-raphaélisme. Et c'est incroyable le traitement de la gente féminine à travers ses peintures, qui sont aussi axées autour de thématiques mythologiques. J'adore la mythologie, et notamment la mythologie gréco-romaine et égyptienne, est vraiment Waterhouse, mais c'est tellement délicat, tellement doux, c'est poétique, onirique. Vous voyez, enfin, on a envie de s'y plonger, quoi. L'image, elle invite à se déconnecter et à partir dans son imagination, quoi, à rêver. Vraiment, moi, c'est ça m'inspire, en tout cas, quand je vois ces peintures. Et donc, ce livre, je pense que c'est la monographie de Waterhouse qu'il faut parcourir si on aime cet artiste-là, parce que elle est incroyable. Les reproductions sont vraiment très très belles. C'est fou. Alors là, il est en anglais. Il se trouve que l'édition qui est à la médiathèque est en anglais. Il existe en français, mais c'est évidemment un livre qui n'est plus édité, qui peut être un peu difficile à trouver. Ça a été édité chez Phaidon, je ne sais pas comment on prononce. Et voilà, franchement, Waterhouse, source d'inspiration infinie, j'adore. Le deuxième livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'est le livre d'Harriet Baker. C'est une artiste qui est très méconnue et qu'on commence tout juste à découvrir, qui a été présente dans le mouvement impressionniste. C'est une artiste norvégienne qui a ensuite passé une partie de ses études de peinture en Allemagne, à Munich, et ensuite qui est arrivée en France, à Paris, où a été du coup en contact avec les impressionnistes à cette époque-là. Et vraiment, c'est une peinture tellement... Alors surtout la première partie de sa vie, moi c'est une peinture qui me touche beaucoup parce qu'il y a des thématiques très... comment dire, rustiques. Il y a des scènes vraiment qui invitent au silence, je trouve. C'est très posé comme peinture. Vous voyez, c'est pas comme les impressionnistes où il y a des touches partout et ça part dans tous les sens. Voilà, ce que j'aime beaucoup, j'adore les impressionnistes. Mais là, en tout cas, pas la première partie de sa vie. Et vraiment, sur la première partie de sa vie, il y a une peinture qu'on sent qui se détache de l'académisme, mais qui pour autant n'est pas encore complètement dans l'impressionnisme. Et c'est incroyable. Vraiment, j'adore. C'est hyper subtil, je trouve, mais il y a des clairs-obscurs, il y a une lenteur, il y a un silence dans ces peintures. Voire c'est froid, vous voyez. Et pour autant, il y a de la couleur. Il y a de la couleur, c'est quand même pimpant. Je sais pas, c'est assez... Franchement, il faut que vous alliez découvrir Harriet Baker. C'est une artiste qui vaut vraiment le coup. Et elle fait partie de ces artistes femmes de l'époque qui ont été énormément occultées parce qu'on mettait l'accent principalement sur les hommes. Et vraiment, allez découvrir Harriet Baker. Ce livre est sorti parce qu'il y a eu une exposition sur elle au musée d'Orsay. Donc c'est voilà, le musée d'Orsay qui a produit ce livre. Et heureusement, parce que vraiment incroyable. Je vous encourage à découvrir ça. Si vous avez une médiathèque peut-être à côté de chez vous et que vous y allez, peut-être vous découvrirez ce livre. Il faut que vous le découvriez. Le livre qui suit est tout à fait dans une autre ambiance, dans un autre style, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler. C'est l'artbook de la série Arcane. Arcane que je pense on connaît parce que c'est une série qui a été quand même mondialement reconnue et en tout honneur, je veux dire, série incroyable. La première saison, personnellement, elle m'a scotché. Je pense que ça fait partie de mes séries préférées. En tout cas, la première saison. La deuxième, très honnêtement, on sent que il devait y avoir beaucoup plus de saisons et que ça a été rushé en une seule saison. Ce qui est dommage parce que ça a perdu tout son... tout le temps qu'il était nécessaire au développement de l'intrigue, quoi. Donc ça, c'est dommage et on aurait voulu voir beaucoup plus d'Arcane. Mais bon, j'imagine que c'est un travail colossal pour réussir à avoir ce genre de rendu. Le studio a dû carburer. Mais en tout cas,
incroyable cette série, et sur la DA, donc sur la direction artistique, vraiment incroyable, incroyable. Et donc cet artbook reprend en gros le processus créatif de la série, comment ils en sont venus à créer cette série, de quelle manière, etc. La réflexion qu'il y a eu, les croquis qu'il y a eu en amont, les storyboards, comment ils ont pensé l'univers, etc. C'est une vraie source d'inspiration pour les créatifs qui aiment du coup ce style-là. Personnellement, j'adore. Et l'artbook est juste magnifique, il est incroyable, il est très complet, il y a beaucoup de choses, il y a à la fois beaucoup d'illustrations, mais aussi beaucoup de textes pour s'imprégner. Je ne l'ai pas encore lu, mais vraiment, je vais le dévorer à un moment donné, ça c'est sûr. Il est magnifique, vraiment. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler, tellement l'univers d'Arcane, personnellement, m'a touchée. Le scénario, le script, enfin... Le graphisme, tout est incroyable dans la première saison, mais c'est incroyable, vraiment incroyable. Donc, Arcane, voilà, je ne pouvais pas passer outre. Je vais vous parler du livre de Frankenstein qui a été illustré par Aurélien Polis. Ce livre m'a été offert par ma sœur pour Noël, ma sœur et son copain. Et alors, il faut savoir que le livre de Frankenstein de Mary Shelley fait partie, je pense, de mon top 5 dans mes livres préférés. J'adore l'histoire de Frankenstein, j'adore ce livre, j'adore l'écriture de Mary Shelley, j'adore l'ambiance, j'adore ce que ça raconte. Le monstre est incroyablement fort d'humanité et je sais pas, cette histoire est magnifique. Et donc, évidemment, avec la sortie du film de Guillermo del Toro, dont on va parler juste après, il y a eu une grosse vague de sorties de Frankenstein, de réédition de Frankenstein en livre, etc., mais pas que. Et donc, je sais qu'il y a eu un livre pop-up dans le style d'Harry Potter qu'il y avait déjà eu, de Frankenstein, que je n'ai pas parcouru, je crois, mais en tout cas... Celui-ci est très bien, les illustrations d'Aurélien Polis sont très chouettes et s'accordent merveilleusement bien avec l'univers. Je vous encourage aussi, ne serait-ce qu'à découvrir cette histoire et à lire ce livre si vous ne l'avez pas déjà lu. Enfin, grand classique de la littérature anglaise, mais on comprend pourquoi. Enfin, franchement, c'est incroyable l'histoire de Frankenstein. Voilà, je ne peux que vous encourager à lire ce livre. Donc du coup, je voulais vous en parler parce que Frankenstein, c'est à la fois l'un de mes livres préférés. J'ai reçu ce livre en cadeau il y a peu et il est très beau. Et je vais faire le lien avec le dernier favori que je voulais aborder avec vous, qui est évidemment le film de Frankenstein, adapté par Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, un de mes réalisateurs préférés, qui adapte un de mes livres préférés, franchement. Que demande le peuple? Incroyable, franchement, l'adaptation de Guillermo del Toro de Frankenstein, mais incroyable. J'aime tellement la photographie, les décors, la manière dont il traite les costumes, les décors, enfin toute la direction artistique des films de Guillermo del Toro sont incroyables. Crimson Peak, incroyable. Et évidemment, on retrouve tout ça dans Frankenstein. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas vous le mentionner tellement c'est... Enfin voilà, personnellement, ça me touche énormément comme cinéma. Guillermo del Toro me parle énormément dans son style, dans la manière qu'il a de créer ses univers. C'est à la fois coloré, mais tellement sombre. Et j'ai envie de dire, mais c'est tous les univers que j'aime, quoi. Et donc, c'est extrêmement bien adapté, je trouve, par rapport au livre. On ressent vraiment comment dire, ce mépris qu'on va avoir pour le personnage de Frankenstein et à l'inverse cette humanité, cette empathie qu'on a pour le monstre, quoi. C'est bon, c'est fou, quoi. Vous avez compris, j'adore cette histoire et donc forcément le film adapté par Guillermo del Toro, de base j'étais super emballée, quand je l'ai vu c'était incroyable. Voilà, et on va finir avec cette note-là. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu,
Et ben écoutez, je vous encourage à mettre un petit like, à poster un petit commentaire si vous avez envie qu'on discute de tout ça, que vous me partagez aussi un petit peu vos favoris du moment. Ça m'intéresse beaucoup de découvrir aussi d'autres choses à travers d'autres personnes et d'autres créatifs. Ou s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde, évidemment, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera, on verra. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien créé si vous avez créé en même temps. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et de votre créativité. Salut!